Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flamme, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, dans notre studio à Ukraine Crisis Media Center, nous avons un invité tout à fait extraordinaire, Jean-François Lipine, qui lui est en voyage en Ukraine depuis plus d'une semaine déjà. Jean-François Lipine est très connu au Canada, il est très connu au Québec. Pour ceux qui ne le connaissent pas dans notre public, je le présente brièvement. Il est journaliste de Radio-Canada de longues années, une carrière de journaliste qu'il a fait en parcourant le globe et en habitant plusieurs années d'affilée, notamment en Chine. Lui aussi, il est diplomate, tout aussi bien avec plusieurs missions en Chine et ailleurs. Et surtout, Jean-François Lipine est auteur de ce livre tout à fait intéressant, Les angoisses de ma prof de chinois. C'est un livre qui raconte des décennies en fait, de carrière et de la connaissance depuis très méconnue dans l'endroit où nous nous retrouvons aujourd'hui, à Kiev, en Ukraine, mais tout aussi bien en Europe et tout aussi bien au Canada, comme vous le dites. Alors tout d'abord, Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Vous êtes en Ukraine, vous êtes là depuis plusieurs jours. C'est un coin du globe que vous découvrez d'une manière physique, Oui. D'une manière récente. Et ma première question à vous, avant qu'on parle d'autre chose, parce que vous êtes expert en géopolitique, je voudrais vous poser la question, pourquoi vous êtes ici à Kiev aujourd'hui? D'abord, bonjour, Titiane. Très heureux d'être ici. Pour moi, pour répondre à votre question, je suis, en revenant de Chine, où j'étais diplomate jusqu'en 2021, je ne savais pas, je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire de la suite de ma vie. J'avais déjà 73 ans, j'en ai 76 aujourd'hui. Et j'ai tout de suite, le monde a commencé à vraiment se briser de différentes façons. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu ensuite les événements liés à l'attaque du Hamas en Israël. Il y a eu toute une série de bouleversements, l'arrivée de Trump au pouvoir et tout ça. Et j'ai été comme happé par les médias canadiens en particulier qui me sollicitaient parce qu'ils se souvenaient de tout mon passé de journaliste et peut-être aussi de l'histoire, parce que ça fait quand même, à 76 ans, on a une mémoire énorme quand on est en pleine forme. Et donc, je travaille beaucoup dans les médias comme analyste géopolitique, vous l'avez évoqué, pour les grandes entreprises aussi. Et à un certain moment, je me suis dit, surtout après la publication de ce livre-là, qui a été un grand succès, j'ai décidé d'utiliser les revenus du livre pour, en fait, retourner dans certains endroits de la planète où je n'étais pas allé depuis longtemps, et dans ce cas-ci de l'Ukraine où je n'étais jamais allé, parce qu'il y a des limites à analyser la géopolitique mondiale sans y aller. Donc, c'est pour ça que je suis ici, parce que je trouvais ça important de, même si ça comporte un certain danger, même si mes amis qui ont mon âge me disent « Jean-François, viens donc jouer au golf, oublie ces folies », je pensais que c'était très important pour moi de venir un peu partager la vie des Ukrainiens, comprendre dans quelle situation vous vivez. Et c'est extrêmement enrichissant pour le travail que j'aurai à faire aussi en revenant. Je pense même peut-être écrire quelque chose, c'est pas encore décidé, mais c'est important de voir, c'est important de sentir, de rencontrer des gens comme vous d'ailleurs, parce que vous faites un travail énorme d'information auprès de l'étranger sur ce qui se passe ici. Et tous les gens comme vous ici qui réfléchissent, qui collaborent aussi à la défense de leur pays, indirectement ou directement, je suis très honoré, en fait, d'avoir cette expérience. Vous avez raconté dans une de vos interviews que vous étiez passionné encore dans votre enfance par l'exotisme de la Chine. Oui. Et ça explique, donc vous avez parlé de ce livre pour enfants que vous avez lu et qui vous a fait curieux, en fait. Vous êtes un personnage curieux. Vous dites que le journalisme, c'est quelque chose qu'on est payé pour être curieux. Oui. Vous avez quand même fait tout le courage de vous installer physiquement en Chine. C'était la Chine, pas comme aujourd'hui, c'était la Chine des années 80, 82. Vous vous êtes installé là-bas pour 4 ans. C'était un pays fermé qui venait de s'ouvrir, un pays pauvre, un pays où il n'y avait pas de civilisation là. Et donc, voilà, il y a cette soif de l'exotisme qui est dans votre parcours. Et je peux imaginer
imaginer, donc c'est une interrogation qui vient tout naturellement, est-ce que en venant ici à la gare de Kiev il y a plus d'une semaine, vous vous dites alors un pays exotique, ou bien au contraire, vous vous dites alors c'est un pays dont voilà, le code visuel, les gens que je rencontre, ils sont pas suffisamment exotiques pour moi. C'est vraiment intéressant. Ben, la fascination de la Chine, c'est vraiment depuis effectivement l'album de Tintin, le Lotus bleu. J'étais un enfant né de la génération de Tintin. Et j'ai cette espèce d'obsession, de curiosité. Mais ici, c'est très exotique. En fait, quand on s'intéresse à l'autre, l'autre est toujours exotique. Peu importe si il nous ressemble sous certains aspects. C'est sûr que je retrouve dans la société ukrainienne des préoccupations qui ressemblent aux nôtres. Vous savez qu'on a aussi beaucoup d'Ukrainiens chez nous au Canada, donc c'est un monde que l'on connaît, même si on n'est jamais venu. Mais il y a des particularités ici qui sont frappantes. D'abord, l'architecture aussi, la ville. Pour l'instant, nous n'avons connu que Kiev et ses environs, mais l'architecture est très particulière. On sent l'influence aussi qui m'a toujours fasciné parce que je suis allé malheureusement beaucoup plus en Russie qu'ici. Je n'étais jamais venu vraiment sur le territoire ukrainien, mais on sent l'influence de l'histoire de la Grande Russie, de l'Empire russe, de l'Empire soviétique aussi, l'architecture soviétique qui est très présente et tout ça, mais aussi tout un renouveau et surtout votre quête d'identité qui est accentuée par la guerre que la Russie vous mène et votre besoin de raffermir votre position identitaire. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant, c'est original pour nous. Hier, j'étais avec des écrivains, des diplomates ici, et puis dans une soirée, puis c'était intéressant parce qu'il y en avait un qui s'appelle Andrei Kourkov, que vous connaissez bien, qui disait en Ukraine, il y a plusieurs histoires et chacun a sa version d'histoire et c'est très difficile souvent de faire des compromis tellement les gens ont leur vision de l'histoire. Et donc, c'est intéressant parce qu'au Canada, vous savez, on a 3 histoires principales. L'histoire des Amérindiens, qui ont été les premiers habitants de ce territoire, l'histoire des Français, qui ont été les premiers colonisateurs européens, l'histoire des Anglais, les 2e colonisateurs européens. Donc, et maintenant, on pourrait dire même qu'il y a une 4e histoire au Canada, celle de l'immigration, parce que nous sommes un pays d'immigration. Donc, il y a beaucoup de populations musulmanes aussi. Oui, entre autres, mais les plus grandes populations d'immigrants, c'est entre autres les Ukrainiens, plus d'1 million, les Chinois, donc il y a beaucoup d'Orientaux au Canada. Donc, les musulmans commencent à devenir aussi importants. Donc, c'est toujours intéressant de connaître l'autre, d'abord pour voir ce qu'il peut nous apporter par ses différences. Et entre autres, ici, par ses différences, et puis ce qu'il peut nous apporter parce qu'il vit souvent des situations qui sont comparables aux nôtres. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir un rattachement avec cette société bouillonnante, parce qu'il faut le dire, vous êtes dans une situation qui vous provoque parce qu'elle est terrible, mais aussi parce qu'elle a cet effet de... Comme un peu au Canada, depuis quelques mois, nous devons faire face à Trump. Ça a été un choc pour nous, surtout quand il a dit aux Canadiens, on pourrait vous annexer, vous deviendriez le 51e État américain. On trouve maintenant un gouvernement à Washington, pour la première fois, qui est perçu comme un ennemi et qui est à nos portes. Ouais. Et qui même fait partie de notre système de sécurité et de tout. Donc il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de vous, de votre dynamisme. Voilà, donc oui. Il y a beaucoup d'exotisme ici. Voilà, beaucoup d'exotisme, pour tout dire. Et donc, vous avez déjà évoqué le fait que le monde n'est pas celui que vous avez connu avant et que les bouleversements sont très profonds, oui. Puisque tout simplement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on vivait dans un monde où plusieurs choses étaient prévisibles, jusqu'à point où, dans les années 90, on croyait plus ou moins en ce qu'on appelait la fin de l'histoire, c'est-à-dire
que le monde est divisé, qu'une grande guerre... Bon, les conflits, évidemment, étaient dans plusieurs pays, mais c'était des conflits locaux qui concernaient pas tout le monde. Aujourd'hui, nous entrons dans un monde où le spectre d'une guerre encore plus grande que celle que nous observons ici à Kiev est tout à fait possible. Et donc, il y a la repartition des puissances mondiales qui est absolument différente. Vous qui connaissez bien la Chine, peut-être que vous parlez leur langue, vous lisez leur langue, vous avez vu le pays se développer avec une vitesse absolument incroyable durant les dernières décennies. Si je vous pose la question qui est simple en apparence, mais qui est aussi fondamentale, comment définissez-vous le moment historique que notre planète traverse? C'est-à-dire, comment peut-on résumer à quelqu'un qui avait manqué les derniers chapitres et comment on peut décrire ce mouvement dans lequel notre monde vit aujourd'hui? C'est une vaste question, mais je pense que c'est presque un cliché de le dire maintenant, surtout depuis les dernières années. On vivait dans un monde relativement sécuritaire, où il y avait des équilibres qui se faisaient, surtout depuis la chute de l'Union soviétique. On croyait qu'il y avait un monde où les grandes institutions internationales allaient être des zones de partage et qu'on allait, surtout avec le développement des communications, de l'Internet et tout ça, pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement. Et probablement contribuer aussi davantage à l'équilibre entre riches et pauvres, nations riches, nations pauvres et tout ça. Aujourd'hui, on découvre un peu brutalement d'abord qu'il y a une émergence de puissances concurrentes à celle de l'Occident traditionnel qui ne respectent pas les mêmes valeurs, les mêmes enjeux de solidarité internationale, ou les respectent à leur façon, ont leur vision. Vous parliez de la Chine, parce qu'évidemment, on pourrait parler de la Russie, qui est un peu le voyou que l'on connaît depuis 2014. Nous, on a été lents à réagir, parce que ces comportements voyous, ils existaient déjà en 2014. Et maintenant, depuis 2022, c'est extrêmement visible et extrêmement dangereux, compte tenu du fait que c'est un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Plus le conflit s'étend, plus le gouvernement de Vladimir Poutine se sent assiégé, plus il peut réagir fortement. Qu'est-ce que ça peut donner? Et il y a aussi l'émergence de puissances autocratiques, parce qu'on croyait éventuellement que la Chine, en se développant, allait devenir plus démocratique. On croyait qu'après la chute de l'Union soviétique, la Russie deviendrait plus démocratique. Et donc, on a cette espèce de... Et même les États-Unis, aujourd'hui, nous inquiètent sur le plan de la démocratie. Donc, il y a cette espèce de bouleversement des valeurs où on se dit, mais nous pensions avoir des valeurs universelles qui étaient issues du choc de la Deuxième Guerre mondiale et de ce « plus jamais », qu'on s'était tous dit, mais c'était peut-être les Occidentaux surtout, et même peut-être surtout les Européens. Et on a perdu la garde, on a perdu cette espèce de vigilance. Et puis, moi, je dis tout le temps que la pandémie a été un révélateur pour nous. D'abord, la COVID-19, la pandémie de la COVID-19. Pourquoi? Parce que d'abord, la Chine, elle nous a montré un comportement extrêmement surprenant. Au lieu de nous... La Chine, d'où venait le virus, oui. Au lieu de nous dire qu'est-ce que c'était que ce virus, comment il était apparu, comment on l'avait d'abord traité, comment on avait trouvé les symptômes, la Chine a dû être forcée pour nous révéler au moins comment on traitait le virus, mais elle n'a jamais jusqu'à aujourd'hui révélé d'où venait le virus. Elle a refusé de coopérer pour nous dire, tellement qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé essaie d'écrire un accord qui a été entériné, mais qui est beaucoup plus faible que prévu, pour que la prochaine fois, on ait un comportement solidaire sur le plan international. Il y a une pandémie, vous allez tous et toutes en être atteints. Voici ce que nous avons fait, voici d'où ça vient de chez nous, et etc. Au lieu de dire « ça vient d'ailleurs » et de refuser de nous. Et puis l'autre comportement qui a été, à mon avis, et qui nous condamne, nous, les pays riches occidentaux,
qu'est-ce qu'on a fait au moment de la pandémie? On s'est dépêché, on a très rapidement investi pour trouver des vaccins. On a utilisé nos vaccins en masse. On a limité les dégâts chez nous et puis on n'a jamais offert nos vaccins aux plus pauvres, au Sud global, à d'autres. Donc, chacun pour soi, encore une fois, dans cette... Et pour moi, c'est vraiment ce moment-là, le début des années 2020, a montré une fracture qui s'amplifie depuis ce temps-là. Et la Chine, c'est le symptôme de ça. La Chine était une puissance qui avait, à mon avis, réussi quelque chose d'extraordinaire. En l'espace de 40 ans, les Chinois avaient sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. C'était un pays qui avait la plus grande classe moyenne au monde. En Chine, autant qu'en Amérique, un enfant peut rêver de l'avenir et rêver de réaliser ses projets, comme un enfant occidental peut le faire. Il y a une vie avec une sécurité matérielle importante et tout ça. Malheureusement, depuis quelques années, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, la Chine est devenue plus agressive, s'est sentie plus ostracisée par l'Occident, qu'elle identifie comme une puissance qui veut empêcher la Chine de grandir. Et la Chine est devenue un pays extrêmement militarisé, qui a une croissance de ses dépenses militaires foudroyante, qui développe ses armes nucléaires sans contrôle, sans avoir signé de traité pour en limiter l'ampleur et tout ça, qui aide la Russie dans son agression contre l'Ukraine, alors que la Chine était une grande amie de l'Ukraine pendant 30 ans. L'Ukraine a beaucoup aidé la Chine à se développer dans les années 90, entre autres, quand l'Ukraine est devenue indépendante. Bref, il y a une montée donc de cet autre pouvoir, le pouvoir numéro 3, disons, si on prend l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Europe, pouvoir numéro 4 peut-être, parce que l'Europe va devenir probablement de plus en plus laissée à elle-même, mais elle est capable, à mon avis, de... Donc, il y a cette espèce de multipolarité dont on ne connaît pas l'avenir, mais qui rend le monde plus incertain. On regarde les choses aller, on se dit, et on voit, et c'est tous les jours, moi, ça me frappe, le secrétaire général des Nations unies qui dit « Ah, là, attendez, sur le plan de l'environnement, c'est la catastrophe. Sur le plan des guerres, c'est la catastrophe. Sur le plan... » Et personne n'écoute les Nations unies. Les Nations unies n'ont plus de pouvoir moral. Oui, on peut même parler de l'effondrement en fait, de l'architecture, oui. En fait, puisque vous avez évoqué ce mot de la solidarité qui est en question, qui remet en question chacun pour soi. Et dans ce chacun pour soi, il est quand même temps aux alliances. Et vous avez déjà évoqué quelques-unes. Donc il y a par exemple dans cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine depuis 2014, il y a quand même une alliance, un partenariat de l'Ukraine avec l'Europe. C'était une alliance, un partenariat avec les États-Unis, de plus en plus remis en question, avec Canada évidemment. Mais il y a de l'autre côté tout aussi d'autres alliances. On voit dans ce que fait la Russie en fait un soutien très important de l'Iran. Vous avez pu constater vous-même, en vous retrouvant à Kiev, que ce sont des drones en fait de la provenance iranienne, c'est-à-dire ils sont fabriqués déjà en Russie, mais le modèle en fait c'est un modèle de Shahed 136, c'est un drone iranien. Il y a aussi Corée du Nord, un pays qui vit sous sanctions depuis des décennies et qui ne pourrait représenter un certain danger, mais qui représente un danger parce qu'il y a des missiles balistiques qui de la provenance nord-coréenne qui sont utilisés contre les populations civiles ici à Kiev. Ils ont déjà tué des civils ici. Et puis nous avons la Chine, le plus grand, le plus puissant qui est derrière, dont la rhétorique en fait sur cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, elle est ambiguë, c'est-à-dire que quand vous demandez aux Ukrainiens quelle est la position de la Chine sur cette guerre, on parlait au départ de la neutralité pro-russe, voilà, c'était ça l'expression. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons le renfort en fait de la position chinoise. Nous avons déjà capturé, donc les forces armées ukrainiennes ont capturé 2 Chinois à l'est ukrainien. C'était évidemment les volontaires, les mercenaires, on peut les appeler comme on veut, mais on connaît le soutien aussi technologique que la Chine apporte à la Russie,
sans nier le fait que certaines technologies chinoises sont utilisées tout aussi bien du côté ukrainien. Donc il est temps aux alliances et certains experts évoquent cette expression qui date, cette expression de l'axe du mal, cette expression qui date, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui est l'axe du mal des régimes autoritaires ou totalitaires, ou bien de toute manière pas des régimes démocratiques qui font une alliance contre nos démocraties. Quelle serait votre vision de cette répartition en alliance? Dans la formulation de la politique étrangère canadienne, et j'ai contribué un peu à ça, on a cette façon de dire les choses où on dit la présence de puissances ou de pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et je pense que c'est vers cela qu'on s'en va, c'est-à-dire qu'il y avait, de la part d'un pays comme le Canada, probablement un pays trop naïf, mais il y avait cette croyance. Nous avons été à l'origine de la formation des casques bleus. Nous avons été vraiment à l'origine de la formation des Nations unies de façon extrêmement dynamique. Et puis, nous croyions donc à cette idée qu'il fallait promouvoir des valeurs de transparence, des valeurs de solidarité, de générosité et tout ça. Et puis, je pense qu'il y a un échec du partage de ces valeurs-là. Et donc, il y a cette espèce de front, mais qui n'est pas uni non plus, mais cette espèce de front de puissance étatique, sans parler des puissances économiques, mais qui ne partagent pas ces valeurs de transparence, de partage. On dit beaucoup, par exemple, que le capitalisme moderne est de plus en plus inégalitaire, à un point qu'on ne peut même plus envisager le contrôle de certaines grandes puissances industrielles et économiques, surtout dans le domaine des grands réseaux de communication et tout ça. Donc, on parle même de contrôle de la pensée, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de définition de est-ce que c'est les autoritaires contre les démocrates et tout ça. Je pense qu'on s'en va vers peut-être un réalignement de tout ça dont on ne peut pas nécessairement identifier ce que ça deviendra. Mais c'est sûr que cette histoire de partage de valeurs est importante parce que, regardez, au Canada, nous, on a jusqu'à maintenant une association avec les États-Unis qui est très profonde, culturelle. On a dû se défendre des États-Unis dans le passé. Sur le plan culturel, entre autres, quand on a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis ont été très fâchés quand on a introduit dans l'accord la notion de particularité culturelle. On voulait protéger nos médias, entre autres, pour qu'ils ne soient pas achetés par des puissances médiatiques américaines, protéger notre programmation de cinéma qui est très riche de l'invasion des capitaux et de l'influence américaine. Aujourd'hui, notre relation avec le gouvernement, surtout américain, les États-Unis aussi, on se pose la question sur la population américaine qui a élu Trump avec le langage aussi autoritaire, réactionnaire, agressif qu'il évoque, ne serait-ce qu'on le voit ces derniers jours, la façon de régler ces problèmes d'immigration par une force extrême, l'intervention de la Garde nationale, de Marines américains, dans les villes, attaques vraiment massives sur ces immigrants qui sont illégaux, mais qui sont absolument inoffensifs, qui n'ont aucune façon de se défendre. Mais plus loin que ça, on s'attaque au traité justement de libre-échange avec le Canada, qui était le traité de libre-échange entre deux États le plus important au monde en termes d'échange, mais surtout le plus équilibré. Nous avions des balances commerciales complètement équilibrées entre nous, et là, on est en train de revoir tout ça. On parle même de menaces territoriales. On menace du côté américain de redéfinir les frontières. On parle de l'Arctique, on parle, etc. Donc, je ne sais pas. Et je pense que bien malins seraient ceux qui seraient capables de dire où tout ça s'en va, mais c'est sûr qu'il y a des conflits de valeurs importants qui mènent à une course aux armements sans précédent. Ça, c'est extrêmement dangereux. Vous vivez aujourd'hui l'expérience des drones. Les drones, à mon avis, j'ai fait une émission là-dessus cette semaine, vont contribuer à multiplier les guerres, qui sont déjà plus nombreuses que jamais sur la planète actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une arme redoutable, accessible à tous, parce qu'elle est très peu chère. Je vois, par exemple, dans un pays comme la Birmanie, où il y a une insurrection,
plusieurs forces insurrectionnelles et l'armée. Les forces insurrectionnelles qui n'ont pas d'argent sont redoutables avec l'usage des drones chinois, encore une fois la technologie chinoise, qui ne coûtent rien, mais qui sont très efficaces. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner que des petites armées, des insurrections de tout type, criminelles ou démocratiques, vont provoquer plus rapidement d'ouverture de conflits. Donc, l'avenir est, sans être, je crois encore à certaines choses, on pourrait en parler, positives, et le comportement des Ukrainiens est intéressant pour ça, votre courage, votre résilience, mais nous vivons dans un monde qui est extrêmement dangereux. Oui, parce il s'agit tout aussi bien d'une redéfinition de grands et des petits. Oui, Parce que si avant on pouvait tout à parler fait. de la surpuissance, donc par exemple ce qui était démontré par cette opération ukrainienne, le poil d'araignée, c'est récente avec les petits drones qui coûtent 3 sous, Voilà. grosso modo, qui ont détruit un grand pourcentage des avions de chasse, Ouais. des avions stratégiques russes. Des bombardiers stratégiques. Voilà, ce qui était important pour l'Ukraine, mais qui était tout à fait aussi, qui a interpellé, on peut imaginer, pas mal de gouvernements, de grands pays de G7 aussi, parce que ça met tout le monde en danger, puisqu'il ne faut plus être grand et posséder un arsenal stratégique pour détruire l'ennemi. Et donc, ce que nous voyons, vous avez évoqué l'administration de Trump, vous avez évoqué voilà, ce présent très incertain des États-Unis. Nous voyons que les États-Unis qu'on nommait pendant les décennies le leader du monde libre, tout simplement parce qu'il y avait ce fondement des valeurs communes qui était indiscutable, qu'aujourd'hui, on revient à un débat qui était, on croyait, longtemps terminé. C'est-à-dire qu'on parlait des valeurs de démocratie et on voit aujourd'hui que les États-Unis sont de moins en moins le leader du monde libre, ceux qui voudraient défendre voilà, c'est ce qu'on appelle le monde libre. Et donc, c'est un signe de faiblesse tout aussi bien. Donc, c'est-à-dire que on voit cette redéfinition en fait globale, où justement ceux qui étaient grands hier ne seront peut-être plus grands demain. Regardez la Russie aussi. On parlait encore en 2022 de la Russie comme la deuxième armée du monde. Donc il y avait comme cette expression-là. Aujourd'hui, nous voyons que, évidemment, la Russie possède toujours son arsenal nucléaire. Mais au niveau donc les pertes russes, on attend un chiffre inimaginable qu'on a du mal à même visualiser. Qu'est-ce que ça peut représenter 1 million de tués et blessés? Ce sont des chiffres officiels de l'état-major ukrainien, qui sont d'une manière générale assez fiables. Donc nous avons, voilà, ces calculs sont plus ou moins, évidemment ils sont approximatifs, mais voilà, donc la Russie pourrait sortir très affaiblie de cette guerre, alors que Chine, pour l'instant, c'est un pays, peut-être le seul pays de cette triade, en fait, qui est en train de se développer, de regarder comment ça se passe. Est-ce que vous alignez sur cette vision que cette nouvelle ère qui nous attend devant nous, ça serait une ère très chaotique où justement les surpuissances auront moins de poids? Ouais, c'est intéressant. Je pense pas nécessairement parce qu'elles auront encore pendant très longtemps le poids de leur puissance militaire, le poids de leur puissance économique. Malgré tout ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on s'inquiète des États-Unis, c'est la plus grande économie au monde. Elle a une influence énorme sur l'économie de la planète. La Chine, c'est la deuxième économie. Il y a des pays qui montent aussi, dont on oublie de parler beaucoup, comme l'Inde. L'Inde va être peut-être, elle est déjà la 5e puissance économique au monde. Elle monte à une vitesse extrêmement rapide à cause de sa jeunesse. Et l'Inde a aussi des plans, elle a aussi une vision de l'avenir qui inquiète des fois aussi parce qu'il y a un pouvoir démocratique là, mais qui devient de plus en plus autoritaire. Moi, je pense que la grande crise, et qui est peut-être plus visible aujourd'hui, parce qu'elle se produit dans le pays qu'on identifiait comme la plus grande démocratie en termes de richesse et tout ça au monde, les États-Unis, c'est la crise de la transparence, de l'information, la crise du savoir. Maintenant, on a une administration aux États-Unis qui tue les scientifiques, c'est-à-dire qui les élimine, qui essaie d'éliminer la pensée scientifique, qui cache la vérité, qui trompe la vérité sans arrêt. Et un monde qui n'est pas transparent, qui n'est pas ouvert à la connaissance, devient un monde extrêmement dangereux parce que c'est un monde de sorciers et de sorcières.
Et on le voit, regardez aux États-Unis le ministre de la Santé, entre guillemets, Robert Kennedy Jr., qui décide cette semaine de renvoyer tous les spécialistes de l'Agence nationale de la santé qui sont les spécialistes des vaccins pour engager ses propres personnages qui sont tous des sorciers, justement, des gens qui cachent la vérité, qui refusent la science et la transparence et tout ça. On est rendu à un point où est-ce que on ne peut plus croire vraiment l'administration américaine parce qu'elle dit des choses qui ne sont pas transparentes, qui ne sont pas vérifiées. Et c'était le propre de l'Union soviétique, c'était le propre des communistes, c'était le propre de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on voit les États-Unis embarqués dans tout ça, moi, je croyais vraiment beaucoup à la propagation de la science, j'allais dire de la vérité, j'aime pas ce mot-là, mais moi, je parle de la transparence, c'est-à-dire connaître, savoir vraiment ce qui se passe. Je croyais beaucoup dans le développement des communications, des technologies, des communications pour un grand savant canadien, Marshall McLuhan avait dit créer le village global. Moi, je croyais à ça. J'étais de ceux qui disaient quand il y aura un village global, on saura que les Indiens souffrent de tels problèmes ou il y a une guerre qui éclate, on la connaît immédiatement, on peut intervenir tout de suite. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, j'ai écrit une lettre dans les journaux au Canada où j'ai dit il y a un bully, comme on dit en anglais, dans la cour de l'école, il faut arrêter tout de suite. Et je disais, il faut intervenir massivement maintenant pour arrêter que ça se développe. Donner une leçon instantanée. On ne veut pas ça dans notre monde. Ben, on a tardé à le faire. On a mis des lignes rouges, encore une fois, du côté américain qu'on n'a pas respectées. Et Poutine a continué son agression. Aujourd'hui, on ne sait pas comment tout cela va se terminer. Et je pense que c'est un peu ma grande déception, c'est que au lieu de s'en aller vers un monde de lumière, de transparence, on s'en va vers un monde d'obscurantisme, où chacun a son scénario, ses vérités. Et il faut, pour vraiment voir ça de façon encore plus évidente, il faut voir dans quelle situation se trouve aujourd'hui le monde des scientifiques américains. Le pays qui a donné lieu au plus grand nombre de prix Nobel scientifiques au monde est devenu un pays obscurantiste, où on interdit à ces savants de participer à des congrès scientifiques internationaux. On interdit à ces savants de partager de l'information sur la santé aux États-Unis, par exemple. Alors, on est à un niveau de non-partage et de vérité masquée qui est très inquiétant, malgré les développements des échanges possibles par les nouveaux médias de communication. Donc voilà, ce projet de rationalité, même la rationalité en elle-même est remise en question. Vous avez évoqué cette expression de lumière, c'est-à-dire comme si l'époque de lumière, c'est-à-dire que tout le monde avait cette croyance on peut appeler ça science, on peut appeler ça progrès scientifique, progrès technologique, et que c'est un progrès technologique qui utilisait à des bons fonds, c'est-à-dire que ça se faisait de bonne foi dans l'intérêt de tous, ou en tout cas dans une tentative, c'était jamais dans l'intérêt de tous, mais c'était dans une tentative de le faire partager, que là, aujourd'hui, nous entrons dans ce qu'on appelle Dark Times, donc l'âge sombre, et donc là, le monde tragique, le monde déchiré, le monde non transparent, le monde sorcier, comme vous dites. Et donc là, la Chine, ce qui est absolument fascinant dans votre livre, c'est que vous parlez beaucoup de la Chine et vous arrivez à parler de sa grandeur, de ce peuple que vous avez vu évoluer justement vers le sens de la vie meilleure, de la richesse, la lumière pendant les décennies. Mais vous restez à la fois très lucide par rapport à la terreur qui accompagne cette grandeur. Voilà, ça rime même, encore une fois. Et les dangers que ce développement constitue, c'est-à-dire que vous ne tombez pas dans le piège de cette fascination pour l'exotisme. C'est incroyable. Aujourd'hui, quand on regarde la Chine, et aussi avec Taïwan,
tout à côté et avec cette potentialité d'un nouveau conflit à venir qui va peut-être être le résultat aussi de ce que se passe ici à Kiev, quel avenir, selon vous, pour la Chine aujourd'hui? Pour la Chine. Mais je voudrais avoir le temps de dire un mot sur l'Ukraine aussi, parce que l'Ukraine, je vais parler de la Chine dans 2 secondes, mais moi, je pense que ma visite ici est vraiment passionnante parce que je découvre à quel point vous avez cette espèce de, justement, de recherche de la lumière dans la noirceur dans laquelle que vous traversez actuellement, malgré vous. Et il y a des choses qui se passent ici qui doivent nous inspirer. Je pense beaucoup à votre résilience. Je pense au fait que, malgré le fait qu'il n'y a pas d'élection, parce qu'il y a une loi martiale, parce que je pense que même les Ukrainiens acceptent ça, il y a un débat ici, dans la société ukrainienne, surtout, même sur la façon de mener la guerre. Il y a, quelqu'un me racontait hier que je n'avais pas mesuré ça, à quel point, depuis, entre autres, 2019, l'arrivée de M. Zelensky au pouvoir, il y a un effort pour vraiment donner l'information accessible à tout le monde à travers son téléphone, à travers l'informatisation, la numérisation de toutes les opérations élémentaires de la société, un mouvement qui a été fait de façon très originale. On a décidé, non pas d'éliminer le papier, mais on a décidé de créer un nouvel univers en oubliant le passé, où il n'y aurait plus de papier pour plein de transactions, plein de choses dans la vie quotidienne, rendre tout cela accessible aux gens. Et ça a eu un effet très important sur la transparence économique, sur la lutte à la corruption, des choses comme ça. Donc, il y a énormément d'initiatives ici, de choses qui se font et dont le Canada peut s'inspirer, dont le Canada s'inspire déjà et qui peut donner de l'espoir à l'humanité pour faire en sorte que, effectivement, alors des puissances comme la Chine qui sont inquiétantes. Pourquoi elle est inquiétante, la Chine? Parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Dans la lumière, c'est-à-dire cette révolution économique qui était à l'origine l'idée d'un gouvernement communiste, mais qui avait vécu à travers une révolution culturelle qui avait tué 30 millions de Chinois, qui était justement une révolution de l'obscurantisme où on essayait de tout détruire de l'histoire même de la Chine et surtout de la personnalité chinoise, qui est, à mon avis, extraordinaire. Les Chinois sont des gens extrêmement travailleurs, extrêmement... qui ont de très belles valeurs familiales, qui sont attachés à leur société, qui sont attachés beaucoup à leur culture qui est extrêmement riche. Le génie de Deng Xiaoping, qui était le leader qui a lancé la Chine dans cette révolution post-Mao, ça a été de dire « je vous donne les moyens de travailler. Il n'est plus dorénavant honteux d'être riche. Il faut que certains deviennent riches pour que les autres puissent suivre. » Des principes comme ceux-là où on a dit « je vais miser sur le caractère industrieux, travailleur de ce peuple pour qu'avec lui, nous remontions ce peuple avec le résultat que j'évoquais tout à l'heure, tous ces gens qui sont sortis de la pauvreté, un pays qui s'est urbanisé parce que le monde va s'urbaniser. C'est une solution humanitaire qui est vraiment intéressante. On concentre les services, les gens et tout ça dans un milieu puis on garde le reste du territoire pour s'amuser, aller respirer, développer l'agriculture, etc. Bon. Mais le problème, c'est que la Chine, on a eu cette idée que cette révolution économique-là qui allait faire progresser les Chinois, le leadership communiste, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas un leadership communiste vraiment que dans les mots, que le leadership chinois allait graduellement aussi, en ouvrant le marché à l'initiative privée, 70% de l'économie chinoise est privatisée aujourd'hui, que le gouvernement allait ouvrir à la démocratie. Et dans les années 2010, au début des années 2010, le gouvernement du président Hu Jintao à l'époque évoquait même cette possibilité. Mais il y a eu un courant dans le Parti communiste chinois, une immense bataille dont un clan était mené par le président actuel, Xi Jinping, et qui disait on ne peut pas faire ça parce que si on fait ça, on perd le contrôle. Et c'était un obsédé de contrôle qui avait cette vision. Et aujourd'hui, ce personnage-là a fait quelque chose que les Chinois ne peuvent pas supporter. Il a modifié la Constitution par la force pour se permettre de faire des mandats indéfiniment, de devenir vraiment un dictateur. Il a relancé le contrôle, c'est-à-dire
cette espèce de culte de la personnalité que Mao chérissait. On voit les photos de Xi Jinping maintenant partout. Bientôt, il y aura peut-être des statues de Xi Jinping. Et avec cette volonté autocratique, il y a tout ce développement de la sécurité intérieure qui est terrible. Il y a plus de budget pour ça que pour l'armée chinoise. Donc, le contrôle des Chinois d'abord et le contrôle, les ambitions mondiales de la Chine, qui sont d'abord territoriales en Asie, qui font très peur aux Asiatiques, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses pour nous. Donc, c'est un personnage, en fait, et quelques-uns autour de lui, qui ont transformé la révolution économique chinoise, qui était très positive, en une révolution beaucoup plus agressive, en évoquant les mêmes justifications que celles de Vladimir Poutine. Le monde autour de nous veut nous empêcher de grandir. Il faut empêcher ça. Donc, il faut contrôler de plus en plus notre environnement militairement. Alors, Taïwan pourrait se produire n'importe quand, comme l'Ukraine s'est produite. Et tout ça est dangereux. Mm-hmm. Donc nous faisons face à cette menace qui est absolument réelle et que les générations qui vivent aujourd'hui peuvent encore voir. Merci beaucoup Jean-François pour vos analyses et surtout pour votre soutien à l'Ukraine, que vous faites la démonstration en venant ici, en passant avec nous ces quelques jours à Kiev, ce qui est absolument précieux, ce qui évidemment facilitera à rendre visible et clair aux Canadiens, en fait, dès votre retour, votre visite, et ce que vous avez vu, pourquoi, en fait, ce combat, cette résistance que l'Ukraine mène contre la Russie, le pays agresseur, est importante. Mais en même temps, il faut pas laisser les gens qui nous voient, qui nous écoutent, sur une note entièrement négative. Je reviens sur ce que je disais. Je vois ici en Ukraine beaucoup d'espoir. Pourquoi? Cette capacité de résilience, de réinvention de nos façons de faire pour contrer une menace terrible qui est extrêmement créative, dont on doit tirer les leçons, les Européens en particulier, qui sont voisins de la Russie, de ce pouvoir autocratique. Et je pense que le monde entier devrait voir davantage ce qui se passe ici. C'est très inspirant pour nous. Et je voudrais vous remercier de ça, de votre courage, parce qu'il nous inspire. On doit le connaître davantage. Et parce qu'il faut qu'il y ait de l'espoir. Sinon, qu'est-ce que vont faire nos enfants? Oui, évidemment, il y a toujours. Gardons l'espoir et restons forts face à cette époque de Dark Times, comme on vient de dire. C'était l'Ukraine en flammes. Notre épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'avais à mes côtés Jean-François Lépine. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de commenter ou de partager cette vidéo. Restez avec nous. Slava Ukraini!